Bienvenue à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelles. Très content de vous accueillir avec le segment Nouvelles dans les prochaines secondes. Mais juste avant, évidemment, vous donner quelques points précis sur ce qu'on va jaser au cours des prochaines minutes. Cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Aussi, on va aborder le thème du Rhin, le Tour du Rhin qui se déroule le 17 juin prochain, qui vient en aide pour les gens qui sont en attente de greffe ou qui se sont fait greffer du Rhin. Donc, noble cause un peu plus tard qu'on pourra élargir davantage avec une belle discussion avec d'autres aussi intervenants et chroniqueurs dynamiques. Et aussi, avant de commencer ce segment nouvelle, au moment de vous présenter ce bulletin, de l'enregistrer, eh bien, il venait de survenir les événements de Manchester en Angleterre. Alors, évidemment, nos pensées, nos prières vont avec les proches et les victimes, bien entendu. Alors maintenant, de retour chez nous, Laval qui donne un peu de répit aux propriétaires touchés par les inondations. Les citoyens lavallois propriétaires d'une résidence qui a été inondée pourront heureusement reporter le deuxième versement de leur taxe municipale. C'est ce qu'a annoncé le comité exécutif de Laval à la suite d'une séance spéciale tenue vendredi matin. Et ce deuxième versement prévu en juin pourra ainsi être reporté au 15 décembre prochain. C'est ce qu'a indiqué l'administration du maire Marc Demers par communiqué. Il n'y aura pas d'intérêt ni de pénalité pour les sinistrés qui se prévalent de cette mesure. C'est ce qu'on a précisé aussi, toujours par ce même communiqué. Une autre mesure a trait aux travaux de rénovation, de réparation, de démolition, de reconstruction ou de branchement. La Ville a décidé que la délivrance de permis et de certificats d'ici la mi-décembre s'effectuera sans frais pour les sinistrés aussi. Et ces inondations exceptionnelles ont apporté leur lot de soucis aux Lavallois, dont plusieurs ont été durement touchés. Nous avons à cœur de les soutenir dans la reconstruction par les moyens dont nous disposons. Cela passe entre autres par des allègements administratifs et des reports de paiement. A dit aussi du même souffle M. Demers, qui a invité la population à prendre part en grand nombre à la grande corvée organisée d'ailleurs au cours des prochains jours. Bagarre mortelle au Mumba, ça fait beaucoup réagir. Un homme est mort après avoir été impliqué dans une bagarre survenue dans la nuit de mercredi à jeudi de la semaine dernière dans une boîte de nuit à Laval. L'incident est survenu vers 3h15 à l'extérieur de la boîte de nuit Mumba. En arrivant sur les lieux, les policiers ont découvert un homme ensanglanté dans le stationnement. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été transportée à l'hôpital dans un état critique et son décès y a été d'ailleurs constaté. Deux autres personnes ont été amenées à l'hôpital pour des blessures légères survenues au cours de cette bagarre qui aurait opposé deux groupes d'individus. Un périmètre de sécurité a été érigé sur les lieux de l'agression et selon la police de Laval, encore une vingtaine de véhicules seraient sur le stationnement d'ailleurs du Mumba. Toutes les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'établissement étaient identifiées et interrogées lors de cette altercation. Les enquêteurs ont espéré ici trouver d'éventuels témoins qui ont mené à des arrestations et évidemment là, en savoir plus sur cette agression. Agression, toujours en vous parlant d'une autre agression à l'arme blanche. Un homme de 36 ans qui a été blessé par arme blanche au cours d'une bagarre survenue au bistrot 1098 dans la nuit de jeudi à vendredi à Laval. Selon le service de police de la ville, l'incident s'est produit vers 3h30 suite à une altercation entre les deux derniers clients du bar. La victime a subi des blessures mineures au cou et au bras. Sa vie ne serait pas en danger. L'homme n'a pas souhaité porter plainte contre son agresseur. Les enquêteurs de la police de Laval, d'ailleurs, se sont tout de même rendus sur les lieux. Et quant au suspect qui est connu apparemment des services de police, il avait déjà quitté les lieux à l'arrivée des policiers. Il a d'ailleurs été arrêté un petit peu plus tard. Entente de principe adoptée chez les professionnels des collèges. Après plus de 2 ans de négociations, une entente de principe a été conclue entre le personnel professionnel des collèges et le comité patronal. Très bonne nouvelle, le délégué du Collège Montmorency, Pierre Cohen-Bacry, a mentionné que les membres ont adopté majoritairement l'entente. C'était le 2 mai. Il estime que les acquis sont préservés avec des avancées intéressantes pour les deux parties. On y retrouve davantage de souplesse pour pourvoir, dis-je bien, aux postes vacants, tandis que les employés pourront puiser dans la banque de 10 jours de maladie pour des congés de responsabilité familiale. C'est sur la question des relativités salariales et qui consiste à attribuer le même salaire aux emplois jugés équivalents que les principales avancées ont été faites avec l'ajout de 3 lettres d'entente spécifiques aux membres. Les conseillers pédagogiques, qui représentent près de la moitié des membres des cégeps, seront évalués avec les spécificités liées à l'enseignement collégial. 3/4 d'emplois feront l'objet d'une étude d'attraction-rétention, aide pédagogique individuelle, analyste et conseiller en communication.
Et pour ce qui est de l'attraction, pourquoi les collègues ont de la difficulté à trouver des candidats pour ces emplois? Pourquoi y a-t-il un taux de roulement anormalement élevé, surtout les conseillers en communication? L'employeur, dit-on, doit trouver des solutions. Un comité consultatif, d'ailleurs, sera mis sur pied pour analyser l'évolution de l'enseignement collégial vers l'enseignement supérieur et ses effets sur les pratiques des corps d'emploi professionnels des collèges, à commencer par les conseillers en orientation, les bibliothécaires et les conseillers à la vie étudiante. Les professionnels ont par ailleurs obtenu des clauses financières, salaires, retraites et droits parentaux identiques à celles qui ont été négociées à la table centrale du Front commun il y a plus d'un an. Il s'agit entre autres d'une augmentation, dit-on, de 1,5 à 2 %. Les 700 professionnels du syndicat de professionnels du gouvernement du Québec étaient sans convention collective depuis le 31 mars 2015. On devrait signer sous peu, précise le délégué syndical. Les 71 professionnels, qui sont notamment les conseillers pédagogiques, d'orientation ou encore les psychologues, avaient perturbé les cours au Collège Montmorency en faisant la grève. C'était les 22 août et le 20 septembre. Ces événements ont permis d'ouvrir la voie à une solution. Les grèves légales et médiatisées ont permis une oreille attentive de la part de la partie patronale et le principe de la libre négociation a été respecté. C'est ce que tenait aussi à souligner Pierre Cohen-Bacry. La belle saison, enfin, ça approche, pas juste sur le calendrier, on s'en rencontre avec ces rayons de soleil. Les premiers coups de soleil, d'ailleurs, en fin de semaine, on dirait que c'était rendu un événement. Tout le monde prenait des photos de leurs premiers coups de soleil tellement qu'on l'a attendu longtemps. Et Stéphanie Léveillé-Denis, as-tu des coups de soleil? C'est pas si pire? Non, c'est pas si pire. J'ai travaillé sur mon tan transparent pour avoir un teint de pêche. C'était comme, je pense qu'on est pareil là-dessus. On est deux personnes qui ont la pigmentation très, disons, claire. Alors, on est des bons sujets à pogner des... Sujets à la combustion spontanée. La combustion spontanée. Pas besoin de mettre de bûche, on brûle naturellement, nous autres. Ça part de même en fumée. Un peu de soleil sur la plage d'Oka et... Et ça part. Et d'ailleurs, parlons-en de festival, des lieux où on pourra se faire burner à notre belle façon pour la bonne cause, parce qu'évidemment, il y aura de beaux festivals, de beaux spectacles, de belles rencontres qu'on peut faire. Et tu veux tout d'abord y aller avec aujourd'hui le festival Diapason, qui en est déjà à sa 9e édition du 6 au 9 juillet ici à Laval. Et voilà, 9e édition. Festival de musique indépendante Diapason. Donc, ce sont des artistes qui sont soit sur des petits labels autoproduits ou en début de carrière. Dans les dernières années, on a pu voir plusieurs artistes qu'on connaît aujourd'hui beaucoup plus, dont Mara Tremblay, pardon. Qui est là cette année, d'ailleurs. Qui est là cette année, qui était là aussi au menu de Bière au menu de Bois des Filions, qui avait lieu de novembre à mai, aussi produit par Diapason, histoire de propager la belle vibe, de la bonne musique à l'année. Peut-être de faire connaître davantage ce que c'est le festival en général. Le Festival Diapason, c'est une organisation de Laval qui a pour mandat, c'est vraiment des tripeux de musique. Là, il faut le mentionner. C'est ça, la colonne du festival. Tout à fait. La semaine dernière, on a eu le plaisir, certains membres de la production, d'aller les rencontrer à leur bureau. Et c'est vraiment des passionnés de musique, là. Même pour tout ce qui est de la promotion, on va pousser tout ce qui est artiste au-delà de ce qu'on est capable de faire. On les pousse vraiment à bout de bras. Là. Et d'ailleurs, tu parlais de Mara Tremblay, qui est une artiste un peu plus établie, qui a maintenant un grand public, mais aussi, ça s'avère être justement une vitrine pour des artistes qui sont en territoire lavallois, des artistes lavallois, auteurs, compositeurs, interprètes, moins connus, qui sont peut-être encore dans leur sous-sol. C'est le cliché, mais c'est encore ça quand même, mais qui ont encore vraiment, ils veulent présenter, sont rendus à cette étape-là, ils sont rendus à l'étape où ils veulent présenter leur matériel, fait qu'on peut leur dire de s'inscrire. Exactement. Bien, écoutez, pour les inscriptions, c'est un petit peu tard parce que ça avait lieu jusqu'au 8 février, les inscriptions. Par contre, à chaque année, oui, il y a vraiment une porte ouverte sur les bands locaux. C'est toutes les bands du Québec, Ontario, tant qu'on est en bas de l'âge limite de 40 ans pendant la durée du festival. Cette année, ça va avoir lieu dans le quartier Sainte-Rose du 6 au 9 juillet. Donc, c'est beaucoup de bandes la relève. Dans le passé, on a vu Danny Placard, Vincent Appleby, WD-40, donc WD-40. Les groupes pour groupe rendu mythique, effectivement. Oui, parce que pour la scène rock, pour vrai, pour ça a été... La scène rock underground québécoise, c'est rendu un épitaphe. Un peu comme les Ghouls, ce genre de groupes-là qui ont été très... Les Dale Howard Shot, jusqu'à un certain degré, là, qui a eu un petit peu plus d'exposition à la radio, des trucs comme ça. Et puis, ce samedi avait lieu pour la dernière bière au menu de Bois des Filions. En attendant le festival, c'était
les deux luxe qui ont fait performance donc hier soir, si on se fie à la journée de diffusion. À la journée où est-ce qu'on va diffuser C'était le 20 mai dernier, donc pour être précis. Là. Exactement. Donc, beaucoup d'artistes de la relève. Comme je le mentionnais, à chaque année, il y a moyen d'inscrire son groupe ou de s'inscrire en tant qu'artiste. Il faut envoyer un démo de 3 compositions. Aucune réinterprétation, aucun sampling, c'est vraiment de la créativité. On cherche des gens créatifs. C'est ça. Exactement, à être âgés d'en bas de 40 ans, donc de 18 à 40 ans. Et les bands qui sont les heureux élus, choisis par le jury, lors du festival, sont rétribués. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour être là. Ce qui est très rare pour les groupes d'aujourd'hui et même du passé. Je m'en allais te dire, parce que toi puis moi, on a eu des groupes, puis tu sais, de la pizza puis des caisses de bière, c'est à peu près ça que parfois on avait dans certains événements, certains bars. Très souvent. Et puis, il y a Kurt Cobain qui avait écrit une chanson qui s'appelle « Pay to Play ». C'est encore le cas aujourd'hui, sinon plus que jamais avec le manque de bars qui font des show-bars. Puis d'ailleurs, parlons-en des... Est-ce que tu as des noms d'artistes qui, cette année, seront de la programmation Cette année, la programmation, elle est encore en délibéré par les jurys. Donc, ça va être disponible sous peu sur l'adresse de festivaldiapason.com. Donc, ça va sortir. On peut quand même très dire bientôt. qu'il y aura Mara Tremblay cette année qui sont confirmés. Elle a joué, donc, par le passé. Est-ce qu'elle va revenir cet été sur les scènes extérieures? C'est à déterminer. Parce que je voyais les artistes, là... C'était des artistes... Sur le site n'est pas tout à fait à jour. Donc, c'est des artistes des 3 dernières années qu'on peut voir des extraits. Très bien. Mais il faut mentionner qu'il va y avoir animation, bouffe, évidemment, musique, activités extérieures et en salle. Donc, c'est dans la veine du Santa Teresa, mais un petit peu plus établi cette fois-ci. Plus local, exactement. Puis allons-y avec, parce qu'il nous reste peu de temps, mais on a quand même quelques minutes pour parler un peu d'un nouveau festival. Oui. Donc, c'est le Festival des bières de Laval qui se tient en juillet prochain. Exact. Et ça n'existait pas à Laval. À Laval, surprenamment. À ma grande surprise. Il n'y en avait pas. Même, c'est rendu que dans la Naudière, on en a un. Dans l'île Laurentide, il y en a un. Maintenant, Laval a son festival des bières de Laval. Qui aura lieu du 14 au 16 juillet au Centre de la Nature. Donc, un super bel amphithéâtre naturel pour tenir des événements de cette sorte. 35 microbrasseries à découvrir. 350 bières à déguster. Donc, si on se rend dans les 3 jours du festival à déguster chacune des bières, on risque de marcher croche. D'après moi, tu prends pas ton véhicule. C'est mieux pas. On se met-tu au défi d'en goûter? Quelques-unes, oui. Quelques-unes ensemble? Oui, certainement. Ça va me faire plus que plaisir. On va aller déguster avec quelques les shows? bières. Avec les shows, oui. Il va y avoir des concerts, de la bouffe et autres délices. Le vendredi soir, il va y avoir Sarah Dufour et Yann Perrault. Donc, Yann Perrault, bête de scène. Lui aussi, qu'on pourrait appeler mythique là, dans les 15 dernières années. Il a vraiment, établi sa marque. Tout à fait. Puis, tu parles de Sarah Dufour. C'est une des artistes en montée en flèche de popularité. C'est une bonne amie à moi, puis personnelle. Puis Sarah, c'est je vous dirais un hybride entre Lisa Leblanc et Adamus. Là. Je vous dirais côté son, là, Bernard Adamus, vous êtes pas loin, oui, exactement. Vous n'êtes pas loin de ça, là, avec une petite touche un peu de féminité, bien sûr. Une petite féminité, touche mais quand même très crue. Oui, exactement. Une fille qui rentre dedans puis qui, justement, prend sa place sur scène. Qui est capable de prendre quelques bières, j'imagine. On va aller voir. Aussi. On va aller prendre une bière avec elle. Elle vient du Lac-Saint-Jean. Fait que d'après moi, une bière, c'est pas une bière, c'est pas un échantillon, c'est une grosse table, c'est ça. Et voilà. Elle va être capable d'en prendre, mais il y aura donc Yann Perrault, Sarah Dufour. Ça, c'est le vendredi. Le samedi, il y a en première partie Fudge et en soirée les Dale Howard Chuck. Donc, groupe mythique québécois des 15 dernières années aussi. Ça va nous faire oublier Pékis Souban. Ça va nous faire oublier ça. Il y a des ateliers qui restent à confirmer. Jeux gonflables, maquillage, trucs familiaux dans la journée, le soir, concert. Et puis, il y a des billets qui sont en pré-vente, qui sont à 7 $ pour un jour et 10,50 qui inclut un verre officiel. Sinon, sur place, pour les 18 ans et plus, le forfait un jour, c'est 10 $. Passeport 3 jours, 18 $. Et dégustation, des verres de 4 à 8 onces et de la bouffe qui varie entre 2 et 10 $. On pourrait revenir, mais c'est clair que tu nous as déjà donné le goût d'y aller. Et tu nous as donné soif aussi. Oui, je te dis merci. Soif, hein? Fait soif. Merci. Ça fait plaisir.
Pour certains, c'est l'année longue qu'on est l'été pour s'aider à passer à travers la grisaille automnale, que ce soit l'hiver et le printemps qu'on a dû traverser très ardu jusqu'à tout récemment. Et justement, avec l'arrivée du soleil, maintenant, là, c'est sûr que doublement, on y pense à cette saison estivale à venir 2017. Et c'est devenu depuis plusieurs années, d'ailleurs, un lieu de rencontre, de fraternisation, de célébration. C'est très festif, le Centropolis, ici à Laval. Et justement, j'ai Mme Karine Rodrigue, qui est directrice marketing pour Centropolis, donc pour nous parler des différents événements cet été, mais se concentrer. Je vous parlais tantôt d'été, c'est le cas un peu, c'est comme l'ouverture des célébrations d'été avec cette fête du solstice, c'est le 17 juin prochain. Mme Karine Rodrigue, merci d'être là. Bien, merci beaucoup. Je mentionnais le début de l'été. Je pense que non seulement vous, les gens de Centropolis, mais les commerçants, il était temps que ça arrive, le beau temps, parce que là, à un moment donné, ça devenait peut-être un peu déprimant pour les commerçants aussi. Il ne faut pas négliger l'apport économique du beau temps. Bien, c'est sûr. Puis on est super contents. La fête du solstice, c'est ça vient marquer finalement le début de l'été. On veut vraiment... Il fait beau, il fait chaud, les gens ont envie d'être sur les terrasses. Donc, c'est ça. On organise un grand événement où il va y avoir des activités tout au long de la journée, où on veut rassembler les gens pour festoyer avec nous. Avant de parler plus en détail de cette programmation puis de ce qui va se dérouler cet été, comme je faisais mention justement, tu sais, quand je disais que c'est devenu un point de rassemblement pour les Lavallois puis de fraterniser, mais aussi de se rendre là, belle soirée d'été, manger au restaurant, prendre une bière, pour ne pas le nommer, sur une terrasse, par exemple. C'est vraiment Centropolis devenu un point névralgique sur le plan de socialiser aussi ici à Laval depuis quelques années, plusieurs années même. Oui, bien, c'était notre rêve, en quelque sorte. Ouais. C'est pour ça qu'on travaille, puis on est super content de voir que les gens, finalement, sont au rendez-vous, puis ils décident de dire, bon, on sait pas ce qu'on fait, on s'en va à Centropolis, on va trouver une place où aller manger, se promener, tout ça, fait que c'est super agréable. Puis sans vouloir non plus être, je dirais, sans vouloir frapper contre la grande ville d'à côté, contre Montréal, il reste que quand même, on n'est pas pris dans le trafic. Tout à fait. Les travaux ne nous... Tu sais, fini le cassage de tête des cônes oranges pour m'y rendre régulièrement au Centropolis. J'ai comme maintenant adhéré à ça. On dirait que le stress est évacué en plus quand on s'y rend. Là. Tout à fait, oui. C'est vraiment, non, mais tu sais, les nombreux avantages. Je voulais le nommer quand même parce que je pense que c'est devenu une destination prisée. Puis allons-y justement, depuis tantôt qu'on frôle, qu'on n'y touche pas, mais finalement, 17 juin prochain, donc c'est la fête du solstice. Ça commence dès les premières heures de la journée. Oui, dès 8 heures. Donc, on commence avec un rassemblement de yoga en collaboration avec Idolem. Donc, puis après ça, on va avoir un petit rafraîchissement. Il va y avoir différents kiosques sur le site, une petite pause pour après ça bouger avec du Zumba, avec énergie cardio, puis un DJ invité. Donc là, vraiment, là, c'est la fête. Ouais. Puis ensuite de ça, c'est ça, tout au long de la journée, c'est vraiment là, pour tous les goûts. C'est familial, pour tous les goûts, c'est gratuit. Je pense que vous avez un spectacle des petites tounes en après-midi, je crois. Oui, c'est trop cute. Ah ouais. Puis c'est ça, fait que sur l'heure du midi, je pense que vous allez avoir plus de fun que les enfants qui vont être là. Juste votre réaction, c'est trop cute. Oui. Je pense que vous allez avoir autant de plaisir à chanter les chansons que les enfants et les familles sur place. Oui, mais c'est vraiment une belle fête. Puis sur l'heure du midi, on va avoir une zone barbecue qui va être aménagée. Donc, on invite les gens soit à porter leur lunch ou sinon, il va y avoir tout ce qu'il faut aux alentours. Il va y avoir parasol, table à pique-nique et tout ça pour bien installer les gens. Spectacle des petites tounes par la suite. À 1h30, ça commence. Donc, puis après ça, il va y avoir une séance de signature par la suite. Pour aller rencontrer les vedettes. Oui, fait que... C'est très... Oui, c'est ça. Ça va être prisé. Bien, certainement. Puis vous avez en soirée, je pense que ça se continue, là, pour les personnes plus âgées, les adultes. Oui, c'est ça. En fin de journée, on a le grand spectacle. Donc, tout ça se clôture avec un grand spectacle qui va débuter là, dès qu'il va commencer à faire noir, au pied de la fontaine, mais également sur les toits des bâtiments à la place centrale. Donc, on joue avec la fontaine. Et puis, cette année, on va avoir aussi là, des écrans géants là, qui vont être tout autour de la fontaine pour pouvoir... animer ça davantage. Oui, les gens qui vont être assis tout autour là, sur les terrasses là, vont pouvoir voir les nombreuses prestations. Là. Donc, voilà. C'est très intéressant. Et là, si on regarde pour le reste de l'été, parce que vous avez d'autres événements majeurs à présenter
justement à Centropolis. On parle d'orchestre symphonique, je pense, activité cet été? Oui, le 30 juillet, donc le dimanche 30 juillet, en fin de journée, vers 6h30, on va avoir le concert des cuivres de l'Orchestre symphonique de Laval. Donc, on va avoir une activité interactive avec les familles comme première partie. Les initiés, j'imagine, à la musique. On va avoir différents instruments et tout ça, là, donc ça va être vraiment agréable là, de pouvoir toucher à tout ça. Oui, oui. Et si on parle d'autres événements, parlez-nous un petit peu. Là, je sais que c'est encore un petit peu loin dans le temps, mais on pourra repréciser, mais quand même, juste pour nous donner un avant-goût. Bien, c'est ça. On a aussi le fameux cinéma en plein air, qui est le 25 août, donc juste avant le retour en classe. Donc, on va présenter le film Harry Potter cette année. Et puis, on ne fait pas que présenter le film, on vient thématiser l'ensemble du film avant. Donc, on invite les gens à se costumer parce qu'il va y avoir des surprises pour les gens qui vont être costumés. On va avoir aussi des jeux... Je suis un amant de Harry Potter. Ah, ben oui! Oui, j'avais tous justement les films, j'avais des déguisements. Ah, mais c'est cool, ça. OK, cool. On va pas moi aussi, je m'en quitte. OK, c'est bon. Moi, c'est vraiment Ron. Moi, parce que je suis rouquin de nature, fait que je fit avec Ron. Fait que moi, c'est Ron que je vais voir. Mais bref, pour revenir, c'est ça. Donc, il y a ça. Et aussi, il y a l'éco gourmand, je pense, c'est ça? Oui, Éco Gourmand, le 16 septembre, c'est un événement où on met en valeur les producteurs agricoles de la région de Laval. Donc, plusieurs exposants sur place, des ateliers de cuisine en famille. On va avoir aussi la récolte de notre potager. Donc, on va remettre à Moisson Laval. Donc, une belle journée d'activité aussi. Là. Exactement. Bien, on pourra évidemment regarder ça, vérifier ça sur votre site Internet, votre page Facebook également qui est très active. On peut voir déjà au bas de l'écran. Et d'ailleurs, peut-être pour revenir rapidement sur la fête du solstice, donc le 17 juin prochain, les activités qui sont gratuites, j'ai l'impression aussi dans la majeure partie de ce qu'on a énoncé un petit peu plus tôt. Tout est gratuit. Donc, que ce soit yoga, zumba, le spectacle pour enfants, la chasse au trésor, parce qu'on a une belle chasse au trésor aussi en fin d'après-midi où les gens parcourent l'ensemble du site, plein de beaux prix à gagner, plusieurs prestations musicales aussi sur l'axe central. Des artistes qui se... Oui, parce que c'est ça, on présente, c'est comme un peu le lancement de la programmation estivale. Donc, on a plusieurs artistes qui vont être invités tout au long de l'été. Donc, les vendredis, on a les bands de musique à la place centrale, puis des terrasses animées. Donc, c'est ça, c'est ce qui va animer finalement l'axe durant ce durant la saison estivale. Bien, on souhaite du beau temps. Je pense que c'est... on est oui, on se croise les doigts. On se croise les doigts, puis on espère évidemment qu'il n'y aura pas de grosses... je me permets de dire ça, de grosses mouillasses comme le printemps dernier. Avoir du beau temps justement pour que les gens soient là en grand nombre et que ce soit plus agréable pour tout le monde. Merci encore d'être venu nous... ça fait plaisir. Merci. Invasion de domicile à Duvernay, l'hypothèse de la mauvaise adresse serait avancée. Un couple a eu la peur de sa vie dernièrement alors que 3 hommes cagoulés ont fait irruption dans leur maison sur le boulevard Lévesque-Est à Duvernay. Il était 2h30 lorsqu'un trio a cogné à la porte avant de la défoncer. L'homme et la femme ont ensuite été ligotés afin que les malfaiteurs puissent fouiller la résidence. Et durant la fouille, des paroles ont été prononcées qui pouvaient faire croire qu'ils s'étaient trompés d'adresse. C'est ce qu'a expliqué Évelyne Boudreau des affaires publiques de la police de Laval. Et les individus ont quitté l'endroit apparemment sans détacher le couple. Est-ce que la thèse de la mauvaise adresse se confirmera? Ça reste à voir. L'enquête en est vraiment ses débuts de conclure la policière. Suspect à identifier, le service de police de Laval fait appel à la population afin d'identifier un suspect soupçonné de vol. Et les faits reprochés à l'individu remontent au 9 mai dernier. Lui et un complice auraient fracassé une vitre de la véranda du 496 boulevard des Prairies avant d'entrer à l'intérieur. Aperçu par un témoin, le duo a pris la fuite en courant et toute information pouvant faire progresser l'enquête ou mener à l'identification de l'individu sur la photo que vous voyez à l'écran sera traitée de manière confidentielle et peut être transmise le 450-662-INFO ou bien tout simplement, vous pouvez composer le 911. 6 individus criminels en quelques heures. Les pompiers ont été fort occupés la nuit du 15 au 16 mai et ça jusqu'aux petites heures du matin après une série d'incendies criminels, dont 4 à Pont-Vieux. Tout d'abord, les pompiers ont dû se rendre au 21 place Ollier à 23h44 le 15 mai pour un feu de véhicule. Une demi-heure plus tard, soit vers minuit 11, un autre appel les amenait au 211 boulevard Lévesque-Est et cette fois-ci pour un feu de déchets près d'un bâtiment et d'une tentative d'incendie sur un véhicule garé devant cet immeuble à logement. À minuit 45, un feu allumé dans une poubelle a demandé l'assistance des pompiers au 405 boulevard des Laurentides.
Après quelques heures d'accalmie, ils ont repris déjà le collier à 3h12, répondant à un autre appel d'incendie criminel à l'angle des boulevards de la Concorde et le Corbusier à Laval-des-Rapides. Et tous ces dossiers ont été transmis au service de police de Laval pour des fins d'enquête. Subvention d'1 million pour Éco-Nature. Très bonne nouvelle, le gouvernement fédéral qui consent à Éco-Nature une subvention au montant de plus de 1 million de dollars pour le renouvellement de l'exposition permanente et l'aménagement d'espaces scientifiques dans la construction du nouveau pavillon d'accueil du parc de la rivière des Mille-Îles. Et Yves Robillard, qui est député de Marc-Aurèle Fortin, en a fait l'annonce le 19 mai au nom de Mélanie Joly, qui est ministre du Patrimoine canadien. Éco-Nature œuvre à la protection, la conservation et la mise en valeur de la rivière des Mille-Îles déjà depuis plus de 30 ans. Et pour le directeur général de l'organisme, Luc Ménard, cette contribution financière majeure est appréciée et permettra de faire rayonner l'endroit à travers ses espaces muséaux, scientifiques et d'animation. Le projet de construction d'un nouveau pavillon d'accueil certifié LEED Or totalise un investissement au total de 12 millions de dollars répartis entre le gouvernement du Québec, la communauté métropolitaine de Montréal et la ville de Laval. Le bâtiment comprendra 3 étages. On y retrouvera un laboratoire d'écologie, une salle des camps de jour, un centre de location d'équipements, café et restaurant, une salle d'exposition et une salle de projection. Les espaces pour les employés des salles multifonctionnelles seront aussi aménagés au 2e étage. L'inauguration est prévue d'ailleurs en février 2018 et malgré les travaux de construction, toutes les activités sont maintenues. D'ailleurs, il y a eu l'ouverture des camps de jour dernièrement, le 20 mai. Ce projet qui se dit structurant va permettre au parc de la rivière des Mille-Îles de renforcer sa position à titre de parc d'envergure à vocation régionale et va contribuer toujours à faire rayonner le tourisme dans la grande région métropolitaine. C'est ce que précise M. Ménard. Nous pourrons passer de la pratique à la théorie grâce à ce laboratoire scientifique. Et M. Ménard est d'avis que ce nouveau bâtiment favorisera un équilibre entre la protection, conservation et l'accessibilité, le tout moyen d'activité attrayante pour le public. Nous sommes uniques, on se distinguera de tout autre équipement du même type. Notre environnement est une source de richesse et de fierté, souligne par voie de communiqué Mélanie Joly, elle qui est ministre, bien sûr, du Patrimoine canadien. Éco-Nature joue un rôle clé en encourageant la population à découvrir la beauté naturelle de son pays et à se sensibiliser davantage à l'environnement pour mieux protéger son écosystème. Yves Robillard s'est réjoui de savoir que la réalisation de cet important projet donnera à Éco-Nature les moyens de poursuivre sa mission de sensibilisation et d'éducation auprès des jeunes qui auront un rôle crucial à jouer en tant que gardiens des milieux naturels. Éco-Nature accueille près de 150 000 visiteurs par année. Il offre des programmes éducatifs destinés aux groupes scolaires et aux familles, des services de location d'embarcations nautiques non motorisées de croisière et de pêche, ainsi que des activités hivernales. On a parlé récemment de cette marche du Rhin et ça a lieu le 28 mai ici en territoire lavallois, mais il y a aussi le Tour du Rhin, tour de cyclisme d'ailleurs pour les adeptes. Et il en est d'ailleurs l'organisateur et fondateur également de l'événement qui se tient pour une 6e édition. C'est le 17 juin prochain ici à Laval. Et c'est M. Éric Chandonnet qui est là. Bonjour, M. Chandonnet. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler. D'abord, merci pour l'invitation. Ben, c'est tellement naturel de pouvoir le faire. Puis d'emblée, je veux vous poser cette question. Vous êtes, vous, un greffé. Vous avez reçu un rein. Oui, j'ai reçu un rein en 2013. D'un sens, l'histoire commence en 2010. J'ai été reçu le diagnostic de l'insuffisance rénale. Et puis là, ça a déboulé là, pendant les 3 années subséquentes. J'ai été en dialyse péritonéale 3 ans de temps à la maison durant la nuit. Et puis, j'ai vécu ça assez difficilement. Ouais. C'est très dur. Puis, il y a un de mes amis qui m'avait offert un rein dans ce temps-là. Et puis, il m'avait dit, bon, je t'offre un rein. Mais lui, bon, Frédéric, merci Fred, il m'avait dit... ouais. On te salue. Fred m'avait dit, je te donne un rein, mais moi, j'avais refusé. Il y avait déjà 8 enfants à l'époque. Maintenant, il y en a 10. C'est une belle famille. Et puis, j'avais refusé, j'ai fait ma dialyse et comme j'essayais de survivre à ça, puis ça a été très dur. Mais bon, en 2013, ma condition a vraiment dégradé et puis j'ai accepté son don et j'ai été greffé le 24 septembre 2013 à Notre-Dame. Vous rappelez du moment, d'ailleurs, ça reste dans une vie. Ouais, ça change une vie. Exactement, oui. Ça change une vie, puis je dis tout le temps, c'est comme un gros kick. C'est vraiment un coup de pied qu'on reçoit, puis une énergie qui est déployée par après. On dit souvent qu'on apprend à vivre à tous les jours. Est-ce que là, c'est comme on réapprend oui. tout?
Ben oui, parce que, bon, conditions alimentaires, conditions physiques, l'approche avec les gens également, on fait plus attention à certaines choses. Puis, en tout cas, moi, j'ai cheminé beaucoup à travers ça, cet événement-là. Et plusieurs années plus tard, vous allez bien? Oui, on est en pleine forme. En tout cas, visiblement. Puis je pense que vous faites un métier physique aussi dans la vie, donc ça ne vous empêche pas d'être non plus capable à continuer à faire votre travail. Oui, je travaille au ministère de la Sécurité publique. Puis initialement, c'est la GRC. Moi, je faisais mon processus pour la GRC. Je vais dire ça rapidement. Ouais, et puis, ça a été... je faisais le processus pour la GRC. Ils m'ont dit, finalement, rendu à la fin, ils me disent tu es en insuffisance rénale. Alors, j'ai dit, ben voyons donc. Ils m'ont mis sur le stand-by pendant 1 an. Et puis, c'est d'ailleurs ça qui m'a sauvé la vie. Permis de... Et puis, bien évidemment, la carrière de GRC s'est terminée, mais je suis revenu quand même à mes fonctions à sécurité publique. Fait quand même un métier que vous continuez d'aimer. Donc, c'est pour les gens lancer un message d'espoir. Et j'imagine que de faire un tour du Rhin, là, de 80 km, si je ne m'abuse, parce que c'est quand même différent que cette marche du Rhin que j'ai annoncée tantôt, qui aura lieu bientôt. Et pourquoi, justement, faire ce volet cycliste? C'est plus pour relever un défi, puis pour permettre à différentes personnes, parce que marcher, oui, c'est une très bonne chose. Il y avait un volet course, là, on l'a suspendu cette année, mais je trouvais que le volet cycliste, ça apportait une autre dimension. Bref, moi, j'étais adepte de vélo, alors j'ai créé ça vraiment de toutes pièces. 80 km avec 3 pauses qui sont vraiment nourrissantes, si on veut. Ouais. Et puis... Sur tous les plans, c'est-à-dire. Oui. Et puis, on rencontre beaucoup de gens. J'ai des greffiers qui sont avec moi, j'ai des donneurs qui sont avec moi. Des proches, des familles, des gens... toute ma famille, mes beaux-parents, ma famille proche, ils sont impliqués là-dedans. J'ai beaucoup de bénévoles. J'ai une centaine de cyclistes qui viennent faire le tour avec nous. 80 km, c'est par 4 sections d'environ une vingtaine de kilomètres chacun. OK. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui, si par exemple, ils ne pensent pas être capables, pas être en condition physique de faire les 80 km, est-ce qu'il y a possibilité de faire 20, 40? Oui. Entièrement. On peut faire? Entièrement. J'ai 2 pelotons. Le premier peloton, lui, il va rouler à peu près 22 km/h, 20-22. On s'adapte vraiment à la condition météorologique aussi. Climatique, oui. Et aussi la capacité des gens. Fait que c'est un 40-50 personnes peut-être, ou même plus, qui fait le premier peloton. Et ça roule à peu près 22 km/h. Le deuxième part un petit peu plus tard. Puis là, on augmente la vitesse un peu. Puis on s'adapte quand même à ce peloton-là également. Et là, vous avez apporté vos dossards. Vous avez aussi reçu une récompense. Je vais commencer avec la récompense. Oui, parfait. Je vais la prendre dans mes mains, mais on peut le voir évidemment à la caméra. Oui. Parlez-moi de ce trophée-là que vous avez reçu. Bien, écoute, ce prix-là a été décerné, le prix du développement financier que j'ai reçu il y a 2 semaines par la Fondation canadienne du Rhin. L'année dernière, on a ramassé près de 30 000 $. Et puis, depuis l'origine du Tour de Rhin en 2012, on a ramassé tout près de 75 000 $ qui a été remis à la Fondation. Mais c'est bien beau de l'argent, mais évidemment, mon but premier, c'est de sensibiliser les gens au don d'organes. Au don d'organes, oui. Et à la signature de la carte. Et puis, pour faire baisser cette fameuse liste-là, la liste d'attente. J'avais les chiffres avec moi, là, mais c'est 840 personnes. Qui attendent présentement pour se faire en 2016, oui. Puis je pense qu'au Canada, on est un des endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente, là, je crois. Oui, exactement. Puis il faut faire... Cette liste-là, on est capable de la faire baisser drastiquement. C'est vraiment d'en parler. On signe la carte, mais on en parle à notre famille également. Ça, c'est vraiment... Et puis, bon, il y a le notaire aussi qui vient... écrire la volonté sur papier. Là. De la personne. Oui. Et allons-y avec vos dossards, justement, parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est vous avez pris... je pense qu'il y a du Laval là-dedans. Il y a beaucoup de Laval. Il y a beaucoup de ben, d'abord, mon logo, je vais tourner celui-là ici. Oui, c'est ça, exactement. Montrez-le à la caméra. Voilà, ici. Ici. Vous pouvez le montrer ici à la caméra. Ici, qui est... Ça, c'est celui de la 5e édition de l'année précédente, l'année dernière. Oui. Le logo en haut, ici, bien évidemment, il y a les 2 roues qui est pour le vélo. Le centre, le cadre, c'est l'île de Laval. Oui. Le ruban vert, le don d'organes, c'est les poignées et les pédales. Et le Tour de Rhin, c'est évidemment, c'est une création complète, oui. C'est vraiment une très belle initiative. Fait que vous avez vraiment... Puis d'ailleurs, le parcours, parce que vous faites le tour presque de l'île, j'imagine. Oui, c'est le tour de l'île complète. Complète? Oui.
Oui. Puis on est escorté par le service de police de Laval également, qui nous offre un service vraiment impeccable. Donc c'est sécuritaire. Totalement sécuritaire. On n'arrête pas au stop, on n'arrête pas aux lumières. On a un encadrement total. J'ai une équipe médicale qui nous suit. J'ai également une équipe de mécanos qui nous... c'est Momentum Solutions Vélo qui est notre commanditaire, un des gros commanditaires. Eux autres nous suivent et nous donnent le support technique. S'il y a des crevaisons, si... J'ai des véhicules également qui nous suivent pour des véhicules balais qui nous suivent à l'arrière pour, je dirais, ramasser ou récupérer les personnes qui ont sauf un malaise ou un bris mécanique. Ouais. Et d'ailleurs, il nous reste une minute, donc je veux le prendre pour, dans le fond, indiquer aux gens comment s'inscrire. On a jusqu'à quand pour le faire? On a jusqu'à la dernière minute, mais... La journée même? Aujourd'hui, en date qu'on se parle, on était à 73 ou presque inscriptions. On a un maximum de 100, fait qu'il y a encore de la place. Et puis, on va sur Marche Rhin-Québec et on peut trouver le Tour de Rhin facilement. Ouais. Bien, effectivement, de toute façon, tout est déjà au bas de l'écran. Je veux saluer votre initiative, vous redonner, dans le fond, parce que vous avez reçu, justement. Oui. Puis ça, c'est vraiment... très beau à voir, très inspirant. Et puis, on invite les gens vraiment massivement à aller applaudir le long du parcours. Excellent. Oui, c'est le boulevard Sainte-Rose, boulevard Lévesque, boulevard des Prairies, boulevard des Mille-Îles. On commence à 8 h le matin, on s'en va vers l'est. Puis, si les gens veulent venir pédaler avec nous ce matin-là, il y a un coût de 100 $ qu'on fait en levée de fonds ou qu'on donne directement sur place. C'est pour la cause. Mais ce maillot-là, il vous reste. On laisse aux personnes qui vont venir faire le tour cycliste. On vous invite, c'est le Tour du Rhin, c'est le 17 juin prochain. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, monsieur. Merci à vous. Éric Chandonnet, merci. Merci. Très bonne nouvelle, enfin ça passe au concret. Journée porte ouverte à la Place Belle le samedi 2 septembre. La Place Belle de Laval qui ouvrira ses portes pour une journée toute spéciale le 2 septembre. Au programme, visite guidée de l'amphithéâtre et des installations sportives, activités extérieures sur le parvis, musique, nourriture et animation. Le moment, dit-on par voie de communiqué, est enfin venu pour les Lavallois d'entrer dans leur complexe. Ils vont y découvrir en primeur l'ensemble des installations sportives à leur disposition, en plus de vivre l'ambiance des événements d'envergure qui s'y tiendront. De la bouche de Marc Demers, maire de Laval. La ville de Laval, la Cité de la culture et du sport, Evenco et le Rocket de Laval ont travaillé de concert afin d'offrir une expérience des plus mémorables à tous les visiteurs. Il s'agira de la toute première occasion pour les Lavallois de visiter le complexe qui deviendra rapidement, je pense, le carrefour de nombreuses activités culturelles et sportives du centre-ville de Laval. Les participants d'ailleurs intéressés doivent se procurer leur billet en ligne au www.placebelle.ca et l'entrée est gratuite. Un quatrième gala lyrique et ludique pour l'OBQ. Devant le succès de son initiative lancée il y a 3 ans, l'Opéra Bouffe du Québec récidive avec son concert bénéfice appelé Gala lyrique de Laval, auquel vont participer une dizaine des vedettes montantes de cet art, plus vivant que jamais dans la belle province. En plus, certainement d'un avant-goût de l'opérette Baron Tzigane de Johann Strauss, le public aura droit aux plus beaux airs d'opéra connus à travers le monde, offerts en duo, solo, trio, par les solistes invités, sans compter le cœur de l'OBQ. Je suis une fanat d'opérette que l'on a souvent décrite comme la petite sœur de l'opéra qui a mal tourné de rigoler derrière la présidente d'honneur, Chantal Lambert, qui est directrice de l'atelier lyrique de l'Opéra de Laval, de Montréal plutôt. Il y a du chant, théâtre qui seront exprimés avec humour, avec une finesse et un raffinement, sans compter que cela exige une technique vocale solide et qu'on a affaire à des compositeurs sérieux au talent certain. Basé à Laval, l'Opéra Bouffe du Québec produit et diffuse des opérettes depuis 1978. L'automne dernier, j'ai pu assister à Véronique d'André Messager de confier Chantal Lambert. J'ai beaucoup apprécié le travail de Simon Fournier, qui est directeur artistique et musical, que j'ai côtoyé au conservatoire. Je connaissais son humour et sa fougue avant de découvrir plus tard sa sensibilité. Également, je suis impressionné par l'engagement des gens du chœur dont ce n'est pas le métier de chanter, mais qui le font avec sérieux et plaisir. Parmi les voix que l'on pourra d'ailleurs entendre accompagnées par le pianiste Giancarlo Scalia, mentionnons celles de Frédéric Drolet, Rachel Tremblay, Arminé Kassabian, Annick Pelletier, Ève Dessureau, Ariane Cossette, Steve Verraillet, Marc-Antoine d'Aragon, Jean-Sébastien Turgeon et Dieter Spellman. Des bourses d'études
seront également remises en cours d'événements, mises en scène par Simon Fournier. Ce sera un régal que d'entendre les plus beaux airs d'opéra et du répertoire dans une belle diversité présentée de façon très ludique, d'ajouter Chantal Lambert. Il est important de faire de la place à l'opérette. Il y avait un vaste public pour l'art lyrique dans les années 50. C'est bon de conserver ça en le revisitant au goût du jour ou en se promenant dans le temps. L'Opéra Bouffe du Québec présente le 4e gala de Laval le dimanche 4 juin à 15h à la Maison des Arts de Laval. Et pour les billets, d'ailleurs, vous pouvez déjà vous informer au 450-667-2040. Il est talentueux, il est polyvalent, c'est un artiste formidable de Lavallois. Alors, Richard Pépin, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Oui. Richard, parle-moi un petit peu de ton cheminement. Tu as fait beaucoup de choses. Parle-moi un petit peu de ton début dans ton cheminement artistique. Bien, écoutez, ça a commencé avec la musique. La musique? La musique, le conservatoire, l'enseignement. En disqué, puis là, j'ai toujours dessiné, fait que après un certain temps, j'ai commencé à vouloir m'intéresser, puis comme je suis quelqu'un de passionné puis qui s'implique toujours à fond, ben ça a fini à Sadie Brofman, puis là, ben les galeries jusqu'à Vancouver, de là, on a vendu aux États-Unis, puis de Québec, on a vendu en France, puis... C'est partout. C'est partout. On va commencer par la musique. Tu as commencé par la musique. Quel instrument que tu jouais? La guitare. La guitare. Quelle institution t'as été à des institutions? Vincent d'Indy. Vincent d'Indy. On a fait le classique quand même. Ah, oui. Ah. Quand il faut, il faut. Tant qu'à faire quelque chose, au moment donné, tant qu'à être un artiste, aussi bien avoir un bon CV. Puis pour la peinture, tu as commencé à dessiner. Tu étais habile en dessin. J'ai toujours dessiné. J'écoutais de la musique, puis je dessinais. J'ai toujours aimé ça. Puis ça a toujours été une grande ambivalence entre les deux. Puis à un moment donné, une journée après... X tentative avec la musique, ben, je me suis chicané avec ma guitare. Je me donne plaisir à dire ça. Là. Je me suis chicané avec, j'ai tradé ma guitare pour des pinceaux. Puis bon, ben, de fil en aiguille, j'y étais de façon bien intensive. Après ça, les symposiums, les galeries. Puis aujourd'hui, ben, c'est la peinture qui prend toute la place. La peinture prend toute la place. Mais tu as débuté par la peinture à l'huile? Oui, oui. Comme tout le monde? J'imagine, oui, j'ai été influencé par des amis qui sont proches de moi. La peinture à l'huile pendant 18 ans, je peignais à Charlevoix. Puis là, maintenant, depuis 4 ans, c'est l'acrylique. Nouveau médium, la gestuelle n'est pas pareille. Alors, à ce moment-là, ben, les sujets sont différents aussi. Puis j'adore ce que je fais. Je me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui avec ma peinture. Avec la peinture, oui. Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Tu as exposé dans les grandes galeries, tu m'as dit, à Vancouver, en Europe aussi. Disons, est-ce que tu avais un agent ou c'est toi? Non, c'est moi. Puis la promotion est venue beaucoup de la galerie Traveling Art à Vancouver. Ah oui? Puis à partir de là, ben, ça s'est vendu aux États-Unis. Puis de Québec, ça s'est vendu en France. Mais j'ai jamais fait d'exposition internationale pour l'instant. Tu es très discret. Beaucoup, oui, j'essaie. Pourtant, tu es très talentueux. Tes peintures sont extraordinaires. Bien, c'est là que je m'extériorise. C'est là que je me donne. C'est là que je me laisse aller. Tu es revenu un petit peu aussi à la musique maintenant. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu à la musique? Le plaisir de jouer, le plaisir de se retrouver sur scène, le défi, le plaisir de jouer. La musique aujourd'hui, c'est pour le plaisir. Mais les revenus, c'est la peinture. Les revenus, c'est la peinture. Ah, tu oui. réussis à vivre de la peinture? On essaie. Il y a des moments qui sont... il y a des hauts et des bas, c'est jamais égal, mais bon... surtout que là, maintenant, je fais ça à temps plein. Alors... À temps plein? Ah oui, oui, oui. Et puis, c'est certain qu'à un moment donné, que tu as un site Internet, si les gens sont intéressés à... Oui, et j'ai un site Internet, mais moi, je fonctionne beaucoup par Facebook. À Facebook. Alors, les gens vont me voir sur Facebook, ils m'écrivent, je pose des photos de temps en temps. Le grand Richard Pépin est sur Facebook. Oui, voilà. Quand on dit que je suis discret, ben les sites... là, il y a un WordPress qui s'en vient en progression, mais c'est surtout via Facebook. C'est plus rapide, ça va plus vite. On se casse moins la tête. C'est plus facile. Moi, j'aime ça, ces choses-là. Il faut que ça soit facile. Maintenant, tes sujets sont un peu anonymes, tes figures. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tes figures sont anonymes? J'aime faire des personnages sans visage parce que
c'est plus facile. Les personnes qui s'intéressent à mes tableaux, bien, ils peuvent plus facilement s'identifier à ça. On s'identifie à un moment. Puis, vu que les visages sont uniformes, ben, c'est plus facile de s'approprier le tableau à ce moment-là, puis de se raconter une histoire, parce que chaque tableau raconte une histoire, c'est une situation, c'est différent à chaque fois. Puis, ben, je pense que c'est ça que les gens se reconnaissent plus facilement là-dedans. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime transmettre. Moi, je connais le jeune homme talentueux que tu es depuis une quinzaine d'années, quoi. Tu avais même été dans une peinture dans le calendrier des peintres de Laval en 2008. 2008. La page couverture. La page couverture, on a fait de la page couverture. Alors, t'étais déjà t'étais reconnu comme un peintre talentueux. Oui. Maintenant, comment tu vois ta peinture dans l'avenir? Vois-tu ton style, est-ce que tu prévois modifier ton style, changer de sujet, modifier tes sujets, quoi? J'ai changé en passant de l'huile à l'acrylique. Puis demain, je ne sais pas de quoi va être fait. Les grands peintres, on s'inspire d'eux, bien entendu. Ils ont des périodes. Une période rose, une période bleue, une période... Picasso avait une période cubiste. Bon. Alors, je ne sais pas de quoi demain va être fait, mais ça ne sera rien de routinier, ça, c'est bien évident. Je vais tenter... je vais aller là où ce que je vais bien me sentir, puis où ce que... je vais bien rendre le sujet que j'ai envie de faire. Je sais que tu es très attaché à la nature. Je sais qu'à un certain moment, tu avais des chiens. Oui. Tu faisais dans le quartier du Vernet. on te reconnaissait. Assez facilement, oui. Pourquoi? Bien, j'avais un grand Danois. Un grand Danois. Un très grand Danois. Il était grand. Il était très grand. Il était plus grand que moi. Il se mettait les deux pattes sur le bord de la fenêtre, puis il devait monter à 6 pieds 2, 6 pieds 3, certains. Je le tenais comme ça, puis il était plus grand que moi. Et puis, pour faire changement, après ça, tu as eu... Un Yorkshire. Un Yorkshire. Je m'amusais à me promener dans la rue, puis les gens me disaient « Qu'est-ce que t'as fait avec ton chien? » Je l'ai mis dans sa sécheuse. Et Richard, tu es un artiste qui est toujours impressionnant. À un moment donné, tu es profondément humain. Alors, c'est un grand plaisir. Alors, si les gens veulent communiquer avec toi, sur Facebook, Richard Pepin. Et voilà, je suis facile à trouver. C'est un grand plaisir, Richard. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne fin de journée. Un 20e départ pour le Tour cycliste des policiers de Laval. Il y a 2 décennies, le Tour cycliste des policiers de Laval au profit d'Opération Enfant Soleil se mettait en branle. Le lundi 29 mai, les participants sont élancés donc encore une fois sur les routes du Québec pour un périple de 1100 km à vélo. Le départ se fera d'ailleurs de l'hôtel de ville à 8 h et le retour est prévu le 3 juin vers 16 h au quartier général de la police, boulevard Chemédé. Et durant leur randonnée, les cyclistes ont une pensée pour tous les enfants malades et plus particulièrement d'ailleurs Estelle Tifo, 6 mois, l'Enfant Soleil de Laval 2017. L'équipe sera d'ailleurs présente au prochain Téléthon le 4 juin afin d'annoncer le montant amassé durant l'activité sportive. Évidemment, si vous les voyez le long de leur parcours en territoire lavallois, applaudissez-les et évidemment encouragez-les de mots qui, justement, vont les supporter tout au long de leur périple. Athlétisme, Tatiana Aoulou et Ashley Germain représenteront le Canada aux Bahamas. Tatiana Aoulou et Ashley Germain du club d'athlétisme dynamique de Laval se sont qualifiés pour les Jeux du Commonwealth jeunesse qui se dérouleront aux Bahamas en juillet. Si Tatiana a obtenu son billet pour cette compétition internationale à la mi-avril, Ashley a dû patienter jusqu'à la dernière épreuve tenue à New York le 30 avril. Elle a d'ailleurs réussi le standard des Commonwealth, soit 6 mètres 2. Tatiana a connu un début de saison fracassant alors qu'Ashley était ralentie par les blessures, précise l'entraîneuse Siani Potvin, qui accompagnera d'ailleurs les 2 filles, ayant reçu l'invitation d'Athlétisme Canada pour encadrer les athlètes canadiens. Madame Potvin croit bien que ces 2 protégés pourraient monter sur le podium. Tatiana pourrait être triple médaillée. Tatiana participera aux épreuves du 100 mètres, saut en longueur au relais, 4 fois 100 mètres et 4 fois 200 mètres. Pour sa part, Ashley tentera de bien faire au saut en longueur. Tatiana a amorcé la saison extérieure en force en enlevant les honneurs du concours de saut en longueur au Brian Clay Invitational à Azusa, en Californie, le 14 avril. Du même souffle, elle a établi une nouvelle marque provinciale U18 en franchissant une distance
de 6 mètres 20, réalisant d'ailleurs le standard de 6 mètres qui est déterminé par Athlétisme Canada. Elle a aussi bien fait au 100 mètres, réalisant un deuxième standard. Âgée de 16 ans, Tatiana ne s'arrête pas là au saut en longueur. Une semaine plus tard, elle améliore le record provincial avec un bond de 6,25 mètres au Triton Invitational à San Diego. La médaillée d'argent occupe le second rang au classement canadien derrière l'Olympienne Christabel Nété à 6 mètres 41 et le 4e rang mondial au U18. Tatiana s'est illustrée durant la saison en salle qui a pris fin le 9 avril. Elle s'est particulièrement distinguée en éclipsant 5 records. Elle a réalisé un bond de 6 mètres 4 au saut en longueur en début de saison, éclipsant du coup le record jeunesse U18 et junior U20. L'athlète lavalloise a amélioré son propre record avec un saut de 6 mètres 13 et aussi de facto égalé le record provincial. Les deux athlètes auront du pain sur la planche au cours de l'été. Elles participeront au championnat canadien junior à Ottawa en juillet et aux Jeux de la Légion du 8 au 10 août à Brandon. Elles tenteront de se qualifier pour les Jeux du Canada qui se dérouleront d'ailleurs à Winnipeg. C'est du 26 juillet au 5 août. Judo maintenant, des judokas qui font le plein de médailles. C'est pas peu dire aux provinciaux. Plusieurs judokas ont fait honneur au club Judo-Ben de Laval en montant sur le podium aux championnats provinciaux tenus récemment à Victoriaville. Ils ont amassé un total de 15 médailles, dont 6 en or, autant d'argent et 3 de bronze. Il y a Eman Hadji Bachir, Ilyas Chenoufi, Mouchkin Batorj, Bachek Doua et Mohamed Baouch qui ont été les meilleurs de leur catégorie, tout comme la redoutable Sarah Maloum. Celle-ci a aussi accroché l'argent à son cou chez les moins de 18 ans. Marie Fagan, Aminé Hadji Bachir, Zachary Carmel, Marius Goldur et Hero Kalzada Astengo ont mis la main sur la deuxième place. Et enfin, Lubna Bradé, Rami El Balgadi et Rayan El Balgadi ont touché aussi au bronze. Et grâce à son brio, le club lavallois a terminé au 5e rang au classement général de la compétition sur les 75 dojos participants. Sarah Maloum, Hero Kalzada Astengo et Mohamed Baouch ont fait plaisir évidemment à leur entraîneur. On peut le comprendre, Abdelmadel Tayeb Chérif, en se qualifiant pour les championnats canadiens qui se tiendront par ailleurs au cours du prochain week-end, au moment d'enregistrer ce bulletin, du 24 au 28 mai. C'est un film qui est actuellement à l'affiche, Alien Covenant, toujours de cette filière de films Alien. Et puis, j'ai bien hâte de voir si je partage le même avis que Nicolas Vincent Poirier. Salut! Salut! T'es allé le voir? J'ai été le voir, t'as été le voir. Je suis allé le voir. Et je ne sais pas si on aura le même verdict sur ce film-là actuellement qui est à l'affiche, mais je me jette à l'eau en premier. Vas-y. J'ai l'impression de voir un film de trop de cette franchise-là, un peu comme l'a été à une certaine époque les films de Star Trek, qui maintenant, de nos jours avec les Chris Pine et compagnie, il y a un reboot, puis bon, c'est maintenant une renaissance, puis là, on a comme réhabilité Star Trek. Mais là, j'ai comme l'impression que c'est pas ça qui va réhabiliter. J'ai l'impression que les vieux films, les premiers films de cette franchise, sont les films qu'on devrait voir et que ceux-là sont finalement à oublier. Ben, tu sais quoi? Et celui-là me prouve encore une fois Alien Covenant. T'as dit le mot magique. T'as dit franchise. C'est comme dire « Oh non, il y a un McDo de trop sur le coin de la rue ». C'est pas compliqué. C'est une franchise. Tant qu'il y a des spectateurs, ils vont faire des films. Même s'il n'y a plus rien à dire, tout a été dit. Sauf que la différence, c'est qu'une franchise, ça goûte pareil partout, tandis que celui-là, il est mauvais. Oui, mais il y a toujours la même base, hein. Tu sais, c'est la bébite qui tue du monde, qui bouffe du monde. D'ailleurs, on en a une bébite à côté qu'on salue. Oui, mais elle est plus gentille que celle dans le film. Et ce n'est pas un alien, tu me le dis? Oui, je te le jure, C'est pas comme dans Men in Black, là. C'est bon. Très bien. Mais revenons sur justement ce que tu... Moi, Alien, j'ai jamais été un fan de cette franchise-là, OK? Mais tout à coup, en 2012, avec Prometheus, OK? Prometheus, j'avais le goût de le voir parce qu'il y avait comme deux choses pour moi qui étaient très positives. Ridley Scott qui revenait parce qu'il a fait le premier. Ouais. Avec Sigourney Weaver. Puis... C'est ça. Mais aussi le fait que dans Prometheus, on nous explique quelque chose de plus. D'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce que provient la race humaine? Et là, bon, on comprend que la théorie, on voit les ingénieurs, les espèces d'extraterrestres en blanc, puis bon. Donc, c'est assez mystérieux. Et quand j'ai été le voir,
moi, j'avais été agréablement surpris de ce film-là parce que, justement, on voyait pas toujours la même bébite. Parce que pour moi, cette bébite-là de Alien, là, c'est un peu comme Freddy ou Jason. C'est le même principe. Freddy, Jason, c'est des monstres, en parenthèse, qui tuent du monde de toutes sortes de façons différentes. Ouais. Mais c'est quoi la différence avec la bébite? Il n'y en a pas. Elle n'est pas intelligente. Il n'y a pas de plan diabolique. Elle est juste là et elle vit. C'est tout. Mais dans celui-là, Covenant, j'avais des assez grosses attentes parce que... Il faut préciser que c'est 10 ans après, dans le temps, dans l'espace-temps du film, c'est 10 ans après Prometheus. Oui, c'est ça, c'est 10 ans après, mais il y a plein de questions dans Prometheus qu'on n'a pas eu, qui n'a pas eu de réponse. Ouais. Et tu sais quoi, c'est la chose la plus difficile au monde dans un scénario, arriver à un point où, justement, on donne assez d'infos pour que tu comprennes ce qui se passe, mais pas assez pour que, il n'y ait plus rien de mystérieux. Puis j'ai pas l'impression qu'on en a beaucoup donné plus dans Covenant non plus. Il n'y a rien eu d'élucidé là-dedans. C'est ça le problème. Dans Covenant, en un instant, ils ont détruit toutes les possibilités vraiment cool qu'ils auraient pu avoir et qui nous ont laissé sur notre fin avec Prometheus. Et même peut-être, ils ont détruit, puis tu sais, je vais renchérir, puis en supportant tes dires pour en aller un petit peu plus loin, mais je trouve aussi qu'ils ont détruit également des possibilités de faire des suites aussi, tu sais, qu'on aurait pu se pencher sur une série de suites pour continuer à expliquer sur une période de plusieurs films. Une autre franchise basée sur l'univers, pas nécessairement sur la bébête. Exactement. Et, tu sais, ça fait l'effet, c'est-à-dire que quand on doit se fermer les yeux pour quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus un cœur fragile, on se cache les yeux. Quand on doit avoir un rebondissement, on le sent venir de toute façon, mais ça fait l'effet escompté, ça nous surprend un peu, mais en même temps, c'est prévisible. Donc, c'est un film qui, je pense, peut être un bon divertissement, mais est-ce que je me tromperais si c'est davantage pour ceux qui sont des vendus, ceux qui sont des irréductibles de la série, de la franchise? C'est sûr, parce que sinon, regarde, la preuve que ce que tu dis est vrai par rapport à ça. Le film est coté R aux États-Unis, donc 16 ans et plus, à cause de la violence, parce que oui, il y en a beaucoup. Et Ridley Scott, qui est revenu pour réaliser ce film-là, voulait faire quelque chose d'un peu plus gore, disons. Et au début, la sortie de ce film-là, c'était prévu au mois d'août, le temps où les films plus violents, c'est là qu'on les sort. Ouais. Et finalement, les studios ont dit non, on remet ça au mois de mai, parce que de toute façon, regarde, c'est sûr que ça va marcher. Donc, un film coté 16 ans et plus, avec un budget de 97 millions. C'est pas tant, mais parce que justement, c'est coté 16 ans et plus, ça limite le public. Le premier Prometheus, en 2012, avait eu un budget de pas loin de 130 millions. C'est un film qui était moins, mettons, gore que celui-là. Et bon, finalement, le film est arrivé numéro 1 au box-office, mais je pense pas qu'il va être numéro 1 très longtemps. Pas avec 36 millions. C'est ça, 36 millions à son premier week-end d'exploitation ici aux États-Unis. Notamment, il n'y avait pas les chiffres, j'ai pas vu les chiffres encore, malheureusement, pour l'Amérique du Nord au complet avec le Canada. C'est 36 ou 37 millions en Amérique du Nord. En Amérique du Nord. 117 millions à travers le monde, combiné, comprenant l'Amérique du Nord. Ce qui est pas tant que ça, en ce sens où, là, il y a Les Gardiens de la Galaxie qui est sorti depuis quelques semaines. Ah, mais ils sont arrivés, ils sont au numéro 2 maintenant. Ça fait qu'il n'y a plus de danger. C'est ça. Mais c'est ça où j'en viens à dire que finalement, ils sont sortis dans une période de temps où il y avait une fenêtre possible avant l'arrivée de nouveaux blockbusters. Ils sont arrivés dans un week-end où est-ce qu'il y avait Les Gardiens de la Galaxie, ça fait quelques semaines. Donc, les Rapides et Dangereux, ça fait un bon bout de temps aussi également. Donc, ils ont bien choisi quand même leur bonne sortie, la date de sortie. Puis de toute façon, personne n'aurait voulu compétitionner avec Alien. Même à 16 ans et plus, ça aurait trop divisé le public. Ça n'aurait pas été bon ni pour Alien, ni pour n'importe quel film qui aurait fait de compétition. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est un film que les gens vont aller voir quand même parce que c'est, comme tu dis, la marque, la franchise, c'est une valeur sûre. C'est je pense, un must pour les adeptes de films. Alors, à vous de vous faire une tête d'aller le voir au cinéma. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais 1 minute à 2 minutes. Ridley Scott a dit que il pourrait, si les chiffres sont bons, en faire encore 5-6 autres dans le même genre en suivant Covenant. Mais je te confirme que je ne tiendrai pas jusqu'à 5-6. Je te confirme que je vais décrocher bien avant. Mais je veux qu'on aborde ce film-là. On pourra le décortiquer davantage lors de sa sortie en juin prochain au cinéma. Wonder Woman. Pourquoi on en parle? Parce que ça pourrait être déterminant pour DC Comics et ses super-héros. Bien, tout à fait. Écoute, ils ont investi... pas loin d'1 milliard, ou si c'est peut-être un tout petit peu plus qu'1 milliard dans leur franchise de super-héros.
pour ce qui est de DC. Mais là, ça va vraiment pas bien pour DC. À chaque film qui sort, les gens sont de plus en plus DC, déçus. on parle de Batman, on parle de... Et là, mais regarde ça. Là, prochainement, il y a Justice League, le 1 et le 2, qui sont en train de... la première partie est faite, deuxième partie, je pense qu'ils sont en train de le faire. Batman qui est en train de se faire. Il y a aussi, comment il s'appelle, le super-héros qui est dans l'eau? Aquaman. Aquaman, exactement. Donc, lui aussi, James Wan est en train de réaliser ce film-là. Donc, il y a quand même plusieurs centaines de millions sur la table maintenant. Tout à fait, oui. Et là, tout dépend de Wonder Woman. Parce que là, comme si Wonder Woman ne marche pas, bien, c'est une preuve de plus comme quoi cet univers-là, peut-être qu'on devrait juste recommencer à zéro. Il y a quelque chose qui ne marche pas, mais on ne peut pas faire ça là parce qu'il y a trop de choses déjà prévues. Donc, DC, les gens chez DC doivent énormément stresser ces temps-ci. Il doit y avoir effectivement beaucoup de stress. On pourra en reparler, c'est tout le temps qu'on a, mais merci beaucoup d'être venu nous parler de Alien Covenant, puis on va surveiller Wonder Woman dans les prochaines semaines. Nicolas Vincent-Poirier, notre expert cinéma. Merci. Voilà, c'est ce qui complète cette édition du TV Laval Nouvelle. Évidemment, en tout temps, vous pouvez intervenir avec nous sur les médias sociaux, notre page Facebook. Allez lui donner de l'amour, lui faire un gros câlin en la likant. De même aussi que vos questions, vos suggestions, vos commentaires. C'est très facile de nous trouver, tvrl.ca. Même lieu également si vous voulez vous enquérir des dépositaires de notre bingo ici tous les dimanches matins. Bingo TV Laval qui vous permet de remporter la rondelette somme de 3 500 $ au total, dont 2 000 $ la carte pleine. Alors, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie évidemment d'avoir été là. Et c'est tous les dimanches matins. C'est Bingo. À bientôt.